Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal, mais avant le sommaire de l'actualité. Dans le pays, début ce lundi des épreuves du brevet d'études du premier cycle de l'année 2015 à 2016 dans tout le pays. Pour cette année scolaire, le BEPC compte 113 761 candidats, dont 44 220 filles. Ce sont les autorités du pays, comme chaque année, qui ont procédé au lancement des épreuves à l'intérieur du pays ainsi que dans les 5 communes de la capitale. Et puis célébration ce lundi 26 juin de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. À cette occasion en Guinée, un séminaire a été organisé pour informer et sensibiliser la population afin de renforcer la paix dans le pays. Le discours d'Alpha Condé le 28 mai dernier fait toujours débat dans le pays. Devant un parterre de journalistes ce lundi, Talibi Dabo de Cancan a tenté lui aussi de rétablir la vérité. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Soyez les bienvenus sur Africa Today Télévision. Après l'entrée en 7e année la semaine dernière, ce lundi, les épreuves du BEPC, brevet d'études du premier cycle, ont été lancées sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont 113 761 candidats, dont 44 220 filles à affronter ces épreuves. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire, Dr Ibrahima Kourouma, a procédé au lancement du premier sujet à Koundian dans la préfecture de Mali. Ici à Conakry, dans Kaloum, 1464 candidats sont concernés par cette évaluation. Le point avec Alcéni Diallo. C'est avec le slogan habituel « Tolérance zéro vers l'excellence » que le BEPC a démarré. Dans la commune de Kaloum, 1464 candidats dont 699 filles affrontent cet examen pour la session 2016. Ces élèves sont répartis dans 5 centres, y compris le franco-arabe, avec 102 surveillants dispatchés dans 51 salles de classe. Les candidats affirment que toutes les conditions ont été réunies pour faire face à cet examen. Selon moi, le BEPC ressemble à nos évaluations qu'on fait à l'école. J'espère que les sujets seront faciles et les sujets seront affrontables. On ne peut pas rester dans une école un an sans avoir quelque chose. Oui, et même moi, je me confie à Dieu pour le moment là. Tu es prêt? Oui, je suis prêt pour ça d'abord. Nous avons très bien préparé l'examen. On a beaucoup révisé quand même et je souhaite que tous les candidats du BEPC de cette année soient admis. Lancé à l'école primaire du centre, ce lieu d'examen reçoit 343 candidats dont 203 filles. Ici à Kaloum, la directrice communale de l'éducation pendant cette année scolaire dit avoir rencontré des difficultés liées au mouvement des parents d'élèves, souvent vers la banlieue. La commune de Kaloum, comme vous le savez, c'est une petite grande commune. Chaque année, on perd les candidats parce que quand les parents d'élèves remontent dans les hautes banlieues, au fur et à mesure, les candidats diminuent chez nous. Ensuite, nous n'avons pas assez de lycées. Nous n'avons que 2 lycées et 5 collèges, y compris Kassa. La première épreuve a été lancée par le directeur national de l'enseignement secondaire. Abdoulaye Diarouga Diallo invite les candidats à faire profil bas tout au long des épreuves. L'examen-là leur permet de passer du premier cycle du secondaire au second cycle du secondaire. Et ce qui est bon, c'est qu'on mérite ce passage, parce que c'est une question de niveau, de compétences, d'acquisition de connaissances. Donc il serait bon qu'ils travaillent dans les meilleures conditions, qu'ils soient honnêtes dans le traitement de leurs épreuves. C'est avec les épreuves de rédaction et d'histoire que le brevet 2016 a démarré. Il prendra fin samedi 2 juillet prochain. La commune de Dixine, elle compte plus de 2800 candidats, dont 1127 filles qui vont affronter les sujets. C'est Madame la ministre de l'Agriculture qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Jacqueline Marthe Sultan a conseillé aux candidats de compter sur leur effort personnel en évitant la fraude. Saloum Kondé. DCE Dixine, profil, enseignement général, épreuve, rédaction, horaire 9h, 10h30, durée
1h30. Cette lecture marque le lancement officiel du brevet d'études du premier cycle dans la commune de Dixine. Ici, à l'école primaire de Dixine Centre 1, 342 candidats vont composer dans toutes les disciplines concernées. La peur au ventre se lit sur le visage des candidats. Mais sur les lèvres des responsables, on entend tolérance zéro. Seuls les efforts doivent être récompensés. Pas d'internat pour les enfants, pas de téléphone, pas de tricherie, pas de fraude dans les centres. Il n'y a pas 1000 mesures. On a dit tolérance zéro pour tout le monde. Depuis 2 ans, nous sommes sur ça. Pour la ministre de l'Agriculture, l'éducation est le socle pour tout développement. Jacqueline Sultan a conseillé aux candidats de compter sur leur effort personnel. Et mettez le meilleur de vous-même. Aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que vous avez fait durant toutes ces années. Vous allez devoir quitter le collège pour aller au lycée. Et le lycée, c'est les grands. Alors soyez grands aujourd'hui et pendant toute la durée des épreuves. À en croire la directrice communale de l'éducation de Dixine, quiconque faillira aux mesures édictées prendra la tolérance zéro. Plus de 13 000 candidats affrontent les épreuves du BEPC, session 2016 à Ratoma. Dans cette commune, c'est le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, Moustapha Mami Diaby, qui a lancé le premier sujet. Compte rendu Soirée Boubacar. À Ratoma, ils sont au total 13 281 candidats, dont 6 419 filles qui ont affronté le sujet de rédaction ce matin. Ils sont répartis dans 42 centres d'examen à travers la commune. Pour le lancement des épreuves, c'est le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Mami Diaby, qui l'a effectué au nom du gouvernement. À cet effet, il s'est fait accompagner par le président de la délégation spéciale de la dite commune, des cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et ceux de l'éducation communale. Après avoir fait vérifier par 2 candidates que l'enveloppe contenant le sujet était bien fermée et scellée, elle a été ouverte devant le chef du centre et certains surveillants. Le ministre Mami Diaby a conseillé aux candidats de faire un travail consciencieux en évitant toute tentative de fraude. Aux surveillants, il a demandé de se comporter en frères et sœurs des candidats, mais en respectant scrupuleusement les consignes données par le département en charge de l'enseignement préuniversitaire. Il a par ailleurs apprécié le dispositif pris pour le bon déroulement de cet examen de fin d'année dans cette commune. De la disposition des candidats dans les salles, la surveillance, la sécurité aux alentours des centres, l'organisation au niveau du secrétariat, Mami Diaby trouve tout cela appréciable et promet de revenir fêter la victoire avec les candidats lors de la proclamation des résultats. À Matam, cette évaluation a bien commencé. Dans cette commune, l'examen a été lancé par le ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté, qui a demandé aux candidats d'observer la sérénité et la discipline tout au long des épreuves. Moussa Sira Kamara. C'est dans le vestibule du collège 1er mars dans la commune de Matam que le ministre Moustapha Naïté a donné le ton des examens du BEPC session 2016. Ces candidats conscients de l'enjeu qui les attendent se disent confiants et sereins, pour ne pas dire rassurés de leur succès. C'est pas difficile pour un élève qui a bien révisé. J'aborde le sujet avec confiance et j'ai dans la tête que je vais quand même essayer de comprendre sans paniquer les épreuves. Il aura un succès du BPC 2016. Du point de vue organisation, le chef du centre Lancé Bougny ne tarit pas d'éloges à l'endroit du département du tutelle. Tout est en place, rien ne manque, zéro faute dans leur organisation. Quant au ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté, a mis l'occasion à profit pour apporter d'utiles conseils aux candidats. Ce qui est important quand on doit faire un examen, c'est surtout de garder son calme et ne pas accepter d'avoir peur, d'affronter l'épreuve avec sérénité et avec beaucoup de calme. Ils sont au total 6712 candidats, dont 217 filles à compétir dans cette commune. Du côté de la commune de Matoto, la plus grande de la capitale d'ailleurs, ils sont au total 17 000 candidats repartis dans les 56 centres à être présentés pour le BEPC. Dans cette localité, c'est le secrétaire général du ministère de la Sécurité qui a ouvert le bal pour cet examen. Là également, toutes les dispositions ont été prises pour la bonne marche de cet exercice annuel. Le point avec Omar Sow. C'est aux environs de 8 heures
que la délégation composée des cadres de la direction communale de l'éducation de Matoto et de certains membres du gouvernement ont été reçus au lycée El Hadj Boubacar Biro Diallo situé à Sangoya, un des centres retenus pour le lancement de ces premières épreuves du BEPC. À peine arrivés, les visiteurs ont été conduits dans l'une des salles pour procéder à l'ouverture de la première enveloppe contenant le sujet de rédaction. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité, après avoir lu le sujet, a prodigué de sages conseils à l'endroit de ses candidats. L'examen que vous faites aujourd'hui est une étape dans cette formation. Donc prenez-la avec sérieux, pas avec inquiétude, mais avec sérieux quand même, en vous disant que vous participez à accomplir l'une des missions que l'État de Guinée s'assigne. À la rentrée, des agents de santé munis de thermoflash sont pistés pour prendre la température de ceux qui ont accès au centre. Devant les salles de classe, des kits d'hygiène sont également installés. Les candidats, eux, après 9 mois de cours, se disent fin prêts à restaurer tout ce qu'ils ont appris durant l'année scolaire. Je suis prêt à l'affronter, notre épreuve aujourd'hui, la rédaction encore avec l'histoire. Je conseille à toutes mes amies pour ne pas faire rentrer les documents en classe, les téléphones, pour se mettre aux bonnes conditions, pour bien passer ces examens. Pour un bon déroulement du BEPC, le directeur communal de l'éducation de Matoto a rappelé le rôle que doivent jouer les surveillants qui consiste à empêcher les candidats de tricher. Les mesures sécuritaires, on a envoyé un agent par centre. Dans les 56 centres, il y a un agent et il y a les agents de santé. C'est-à-dire que tous ceux qui collaborent dans le cadre du bon déroulement des examens ont été réunis pour que les épreuves, l'examen le plus difficile, c'est l'examen le plus difficile. Nous, les DCE, on a peur de cet examen parce que c'est les petits adolescents qui ne savent pas l'Est ni l'Ouest et ils sont capables à tout moment. C'est pour cela, là aussi, comme ça, mon cœur bat tant qu'on ne dit pas que la première épreuve est emballée et qu'il n'y a pas eu de problème. Ces examens sont surveillés de Dabondi à Lansanaya par un collectif de 1355 surveillants et prendra fin le samedi 2 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Autre facette de l'actualité, le discours du président Alpha Condé à son siège le 28 mai a-t-il été dénaturé? Face à la presse ce lundi, Talibi Dabo de Cancan ne passe pas du dos de la cuillère. Pour cet expert électoral du RPG, le président n'aura jamais fait de meilleur discours que celui du 28 mai. Après son rétablissement du discours dans son contexte à Cancan, Talibi pense que si malhonnête il y en a, ce sont ceux-là qui ont dénaturé les propos du chef de l'État, Daouda Mohamed Kamara. Surpris d'entendre des propos qui ne viennent pas du contenu du message que le président, n'est-ce pas, a passé au siège du RPG Arc-en-Ciel. Cette surprise de Talibé Dabo, il l'a exprimée à Cancan et continue de l'exprimer même à Conakry. Devant un parterre de journalistes, il insiste, persiste et signe que le président Alpha Condé n'a fait que rappeler l'histoire et cela de façon très fidèle. Lorsqu'il s'agit de rappeler une histoire, il n'y a pas de possibilité de modification. Vous dites exactement comment ça s'est passé. Sinon, vous parlez autrement, vous avez menti et vous avez trompé. Je crois que le président de la République n'a pas voulu tromper. Il a voulu simplement rappeler. Et dans l'histoire du RPG Arc-en-Ciel, il y en a qui ont bien fait, il y en a aussi qui ont mal fait. Ça aurait été malhonnête si il ne parlait que de ceux-là qui ont bien fait et ne pas citer aussi les personnes qui ont mal fait au parti. Pour le fondateur de Faso TV, seuls les rumeurs ont prévalu à dénaturer le contenu du message du président Alpha Condé qu'il trouve, lui, irréprochable. Le discours a été dénaturé. Ça a été mal interprété, mais je crois peut-être qu'il y en a qui ont fait exprès de le faire. Le Guinéen a du mal, n'est-ce pas, à s'assurer de l'information avant, n'est-ce pas, de la propager. Donc ce qui s'est passé, moi j'ai demandé à beaucoup de personnes, mais on m'a dit, c'était toujours comme ça. Et je dis, est-ce que vous avez écouté le discours? Mais lorsque je dis, est-ce que vous avez écouté le discours, il y a un problème. Même avec la presse. Je dis, je m'inscris info. Le malhonnête est où? Moi, je l'ai écouté 17 fois. Le président Condé a-t-il vraiment tenu des propos malencontreux à l'égard des Malinqués? Aux yeux de Talibé Dabo, les témoignages du chef de l'État n'ont fait que magnifier les Malinqués. Lorsque Alpha dit, en 91, les Malinqués se sont levés comme un seul homme pour me soutenir. C'est de magnifier le Malinqué. Lorsque Alpha dit que le Malinqué n'est pas raciste, c'est d'encore magnifier le Malinqué. Lorsque Alpha dit
que quand je partais en Haute-Guinée, les sages malinqués m'attendaient jusqu'à 2 h du matin. Ça encore, c'est le magnifique malinqué. Lorsque Alpha dit que j'ai fait le tour de la Guinée avec la femme malinquée, ça aussi, c'est le malinqué qui est magnifié. Concernant ses complicités affectueuses avec le locataire de Sékou Touria, Talibé Dabo assume et se félicite de ce privilège. Le 26 juin de chaque année est déclarée journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. En Guinée, elle a été célébrée sous le thème « Lutter contre la torture et les violences basées sur le genre ». C'est contribuer à la consolidation de la paix. C'est à cette occasion donc qu'un séminaire d'information, de sensibilisation et de plaidoyer a été organisé à cet effet. Le compte-rendu est signé Li Mariam Bailou. Partout de par le monde, les personnes de tout genre continuent d'être torturées par des acteurs étatiques ou non. Bien qu'elle soit absolument interdite par le droit international, cette pratique reste répandue et de plus en plus inquiétante. C'est pourquoi, à l'occasion de cette journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a organisé ce séminaire de 2 jours à l'intention des responsables de la loi pour évaluer le niveau d'application des dispositions de la Convention contre la torture tant au niveau législatif que politique. Si cette journée est organisée en Guinée aujourd'hui, c'est grâce à la collaboration des autorités gouvernementales. Que l'occasion me soit permise de remercier très sincèrement le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que le ministère de la Justice, le ministère de l'Action sociale, pour la volonté exprimée, traduisant ainsi la politique du gouvernement d'améliorer la situation des droits de l'homme en République de Guinée. La question de la torture étant une préoccupation majeure, cette journée sera essentiellement consacrée à un plaidoyer auprès du gouvernement, de l'Assemblée nationale et particulièrement au personnel judiciaire. Présente à la cérémonie officielle, la représentante du système des Nations Unies a témoigné de son soutien aux victimes de torture. La torture ne doit jamais être utilisée, quel que soit le moment ou les circonstances, y compris dans un conflit ou lorsque la sécurité nationale est menacée. En cette journée internationale, nous exprimons notre solidarité avec les centaines de milliers de victimes de la torture et les membres de leurs familles dans le monde entier et leur témoignons notre soutien. La Convention contre la torture, ratifiée à ce jour par 159 États membres de l'ONU, elle dispose que les États doivent veiller à ce que les victimes d'actes de torture relevant de leur juridiction obtiennent réparation, y compris les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible. Pour éviter ce genre de pratique dans notre pays, le ministre de la Justice a appelé à une prise de conscience de chacun et de tous. Dans tous les cas de figure, un acte de torture, elle est prohibée, elle est condamnée jusqu'à la dernière limite. Il faut que ça soit ancré dans la tête de tous les Guinéens. Ça nous permettra d'éviter le dérapage. La Convention contre la torture est ratifiée à ce jour par 159 États membres de l'ONU, ce qui implique que ces États doivent veiller à ce que les victimes obtiennent réparation, y compris les moyens nécessaires à une réadaptation. Et puis, en prélude à l'instauration du repos biologique, le 1er juillet prochain, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a mobilisé ce lundi les inspecteurs de la surveillance maritime et aérienne à Matam. Objectif est échanger sur les dispositions à prendre pour mieux sécuriser l'espace maritime guinéen durant cette période. Compte rendu Aïssata Fofana. Lorsqu'on parle de respect de cette période, c'est sur vous, inspecteurs, que nous comptons entièrement. C'est en ces termes que le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a voulu marquer les esprits en rappelant l'importance que la surveillance occupe lors de l'observation du repos biologique. Pour André Loua, la vigilance doit être de mise. C'est lorsqu'on a décrété qu'on observe le repos biologique que d'autres esprits malins puissent profiter du fait que le repos biologique concerne une zone qui est un peu au-delà, qui n'est pas à la portée de la surveillance côtière, que ces gens-là aillent là-bas pour pêcher. C'est pourquoi nous avons demandé aux inspecteurs d'être plus vigilants
non seulement de renforcer la surveillance aérienne, mais aussi la surveillance côtière aussi et hôtelière. Ce repos, institué pour permettre aux espèces halieutiques de se reproduire, interdit formellement des activités de pêche industrielle, une mesure que le ministre André Loy trouve non négociable. Les sociétés qui ont les droits de pêche pélagique auront le droit pendant toute cette période de continuer à pêcher. Mais les autres, ils n'ont pas le droit de pêcher. Et donc, c'est pourquoi on a demandé aux inspecteurs d'être très vigilants et regardants. Et j'ai dit, si une zone qui est affectée à une base n'a pas fait l'objet d'une bonne surveillance de la part des inspecteurs, et si on est au courant qu'il y a eu une pêche illicite dans cette zone, on relève purement et simplement les inspecteurs de cette zone. Et dans la mise en œuvre de cette politique de surveillance, le décompte se fera à partir de la ligne de base jusqu'à la limite de la zone de 60 000 marins. Il y a deux lignes sur lesquelles nous comptons très scrupuleusement. Vous avez la ligne de base et la ligne de pêche. La ligne de base, ça c'est tracé à partir de la laisse de basse mer. Généralement, tout calcul commence là-bas. Mais il y a la ligne de pêche qui tient compte de deux paramètres. Il y a l'isobat et il y a les 12 000 nautiques et les espèces, les zones protégées. Donc, quand on dit ligne de pêche, à partir de cette ligne, aucun bateau ne doit rentrer pour pêcher dedans. À partir du 30 juin donc à 0h jusqu'au 31 août 2016, l'exercice de toute activité de pêche industrielle est suspendu à l'intérieur des zones concernées, ceci selon un arrêté du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Bientôt, nous allons entamer le processus électoral. C'est une déclaration faite vendredi 24 juin par le président congolais. Joseph Kabila a tenu un discours dans le Kalimi d'où il a appelé les populations à se préparer pour l'enrôlement des électeurs prévu pour juillet 2016. Cette étape va permettre aux populations de s'inscrire sur les listes électorales pour les élections prévues avant la fin de l'année 2016 selon la Constitution. Reportage. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans un discours en Swahili à Kelemi, dans le sud-est du pays, a demandé à ses concitoyens de s'apprêter à prendre part à l'enrôlement qui va commencer au mois de juillet 2016. Cet enrôlement s'inscrit dans le cadre du processus électoral entamé dans le pays en vue de l'organisation des élections. L'élection présidentielle est attendue avant décembre 2016. La candidature du président sortant Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 divise toujours l'opposition. Selon la constitution congolaise, il ne devrait pas briguer un autre mandat car cette dernière limite le nombre de mandats à 2 pour un président. Au mois de juillet, nous entrerons de plein pied dans le processus électoral. Je profite de cette occasion pour lancer, ici, à Kalemi, un appel à toute la population, à travers le pays, jeunes et vieux, hommes et femmes, à aller se faire enrôler. J'entends certains dire que s'il n'y a pas d'élection, le sang va couler. J'aimerais leur répondre ceci. Dans notre pays, nous avons la démocratie, ce qui signifie que le pouvoir passe par les élections. À ceux qui prônent la violence, j'aimerais leur poser cette question. C'est le sang de qui va couler? La présidentielle en RDC est attendue d'ici fin 2016. La Commission électorale nationale indépendante a prévu de réviser au préalable le fichier électoral avant la tenue du scrutin. Une opération qui devrait prendre au moins 13 mois selon l'institution. Alors si le président de la République a pu annoncer cela, il n'a fait que montrer qu'il demeure encore attaché à la Constitution. Mais en réalité, je pourrais dire que c'est un jeu d'intrigue parce qu'on annonce à la population qu'il y aura les élections comme pour chercher à gagner ses faveurs. Mais en réalité, sur terrain, quand vous constatez, le gouvernement est en train de traîner les pas pour que les élections ne soient pas organisées dans les délais constitutionnels. Le processus du dialogue politique est resté plusieurs mois au point mort. La composition du comité préparatoire des assises a soulevé des contestations au sein de la société civile au mois de mai 2016. Ces différentes positions au sein des composantes de la vie politique retardent le processus électoral dans le pays.
D'où était partie cette brouille israélo-turque? Souvenez-vous, l'histoire de la flottille de Mavi Marmara avait fait couler beaucoup d'encre il y a de cela 6 années. Suivez. À l'aube du 31 mai 2010, une flottille se rapproche des côtes israéliennes. 8 navires avec à leur bord plus de 700 personnes de 36 nationalités différentes. Des bateaux affrétés par l'ONG turque IHH, une organisation islamique proche du gouvernement et du Hamas palestinien, dont le but est de briser le blocus à Gaza. Une flottille qui transporte 10 000 tonnes de vivres, mais aussi des armes. Malgré l'appel dès le 27 mai d'Israël à venir décharger leur cargaison à Ashdod, les navires poursuivent leur avancée. Le convoi appareille de Chypre le 30 mai, sans tenir compte de la volonté d'Israël de transférer la cargaison par voie terrestre après vérification. Le 31 mai, après une sommation au large des côtes de Gaza par l'armée israélienne, les passagers du bateau répondent par retourner à Auschwitz. You are approaching an area which is under a naval blockade. Shut up, go back to Auschwitz. Les commandos israéliens donnent donc l'assaut alors que la flottille se trouve dans les eaux internationales à environ 150 km des côtes israéliennes. Les passagers des bateaux déclenchent les violences en ouvrant le feu avec les armes qu'ils possèdent à bord. Une cinquantaine d'entre eux sont liés au groupe terroriste djihad islamique et à Al-Qaïda. Ils n'ont pas de papier d'identité mais sont équipés de gilets pare-balles, armés de couteaux et de barres de fer. Certains soldats israéliens ouvrent le feu après avoir été attaqués à coups de hache et de couteau par certains des passagers de la flottille. L'assaut fait 9 morts et 28 blessés parmi les passagers, 10 blessés parmi les militaires israéliens. Une affaire qui aura durablement nui aux relations diplomatiques entre la Turquie et Israël. Dernier point de ce journal, arrestation d'un terroriste et de plusieurs de ses complices en Cisjordanie. Une opération menée par l'unité d'élite d'Uvdevan, qu'on appelle encore les infiltrés. Ces soldats venant de l'armée israélienne agissent au cœur des territoires palestiniens. Regardez. Ce sont les images d'une opération militaire menée par Duvdevan, une unité d'élite de l'armée israélienne, des soldats infiltrés qui agissent au cœur des territoires palestiniens. Samar Mahmoud Daoud Al-Rabia, 36 ans, un dentiste palestinien, est arrêté dans la clinique où il exerce. Il est ensuite introduit de force dans ce van par des soldats en civil. Cet homme serait l'auteur d'un attentat qui avait grièvement blessé un soldat israélien il y a 1 mois et demi. Il avait enterré une mine sur le passage de la Jeep qui transportait le militaire à la veille du jour du souvenir, jour consacré en Israël à la mémoire des victimes de guerre et d'attentats. Les services de sécurité israéliens ont également arrêté 4 autres suspects, le père et le frère de Daoud Al-Rabia et 2 de ses collègues. Les premiers auraient aidé à fournir le matériel nécessaire à la fabrication d'explosifs et à les dissimuler à l'intérieur de la clinique où le dentiste exerçait. Selon l'enquête de Tsahal, l'homme préparait un deuxième attentat sur le même mode opératoire. Lors de l'arrestation, les soldats ont saisi des explosifs et des cocktails Molotov. Aucun des suspects arrêtés n'avait de passé terroriste ou criminel, mais Daoud Al-Rabia aurait affirmé avoir commis cet attentat pour défendre l'esplanade des mosquées et les agressions israéliennes contre le peuple palestinien. C'est la fin de ce 20h. Merci à tous pour l'attention. Les programmes continuent sur Africa Today Télévision.